Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, mettre des pouces bleus et n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les autres revues de presse et les autres vidéos de ma chaîne. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali pour la revue de presse UPR de la semaine du 7 au 13 janvier 2019. À la une cette semaine, trop de Français n'ont pas le sens de l'effort, dit M. Macron. Trop de Français n'ont pas le sens de l'effort, ce qui explique en partie les troubles que connaît le pays, a déploré vendredi Emmanuel Macron, sans évoquer directement la crise des Gilets jaunes. Source Reuters, 11 janvier. Provocation, cynisme, bêtise. Il faut littéralement se pincer pour y croire. Même en étant habitué aux bourdes de l'hôte de l'Élysée, on reste stupéfait devant l'affichage sans vergogne d'un tel mépris. Les Français lui ont répondu par une nouvelle journée de mobilisation plus forte encore que la semaine passée, et particulièrement pacifique. Preuve de leur colère froide, de leur détermination, de leur obstination à vouloir rétablir la démocratie dans leur pays. Caricature de Macron qui se diffuse sur Internet en réaction à sa phrase « Trop de Français n'ont pas le sens de l'effort ». Les Français n'auraient pas le sens de l'effort. Moi au moins, je fais des efforts. J'ai tenu 15 jours sans les insulter, ces abrutis. Bonjour tout le monde. France. Frais de mandat, 5 sénateurs et 2 députés encore en fonction dans le viseur de la justice. Selon les informations de France Info, 15 parlementaires ou ex-parlementaires sont visés par plusieurs enquêtes préliminaires. Ils sont soupçonnés d'usage illicite de leurs frais de mandat sur la période couvrant 2012-2017. Seraient notamment concernés 5 sénateurs et 2 députés siégeant toujours dans leurs assemblées, mais dont France Info dit ne pas connaître les noms. Source Le Point, 11 janvier. D'un côté, le peuple est dans la rue, à bout, à cause d'années d'injonctions bruxelloises d'austérité. De l'autre, des parlementaires continuent de profiter allègrement du système. Marine Le Pen reçue discrètement par Édouard Philippe à Matignon. La présidente du FN avait demandé rendez-vous au Premier ministre pour évoquer ses problèmes bancaires. Édouard Philippe l'a fort aimablement et discrètement reçu à Matignon le 19 décembre en compagnie de Valtran de Saint-Just. Ne dites pas, il ne faut pas dire qu'au Front National nous sommes anti-européens, nous sommes contre cette Europe-là. Source L'Express, 9 janvier. Non seulement le FN exclut formellement de sortir de l'Union européenne et de l'euro, et c'est la raison pour laquelle l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Thierry Mariani, a décidé de rallier le parti lepéniste. Et donc, qu'est-ce qui vous a attiré ? Aujourd'hui, à la fois un programme clair sur l'Europe et deuxièmement, je fais partie de ceux qui sont persuadés qu'un jour ou l'autre, il faudra un rapprochement entre le Rassemblement national et les Républicains. Voilà, je pense que j'ai toujours été, si vous regardez mon parcours, classé dans l'aile souverainiste, entre guillemets, aux Républicains. Ensuite, que les choses soient claires, souverainiste, ça ne veut pas dire qu'on est contre l'Europe. Alors il faut faire quoi alors ? Quoi ? Il faut rester dans l'Europe. Pas voilà. de Frexit. Non. Bien sûr que non. Pas de sortie de l'euro. Non, non, voilà, c'est très clair. Non. C'est bien clair au Rassemblement national, ça maintenant. Je pense que c'est très clair depuis le discours de Marine Le Pen à Fréjus. C'était pas clair avant. Hein. C'était pas la même chose au présidentiel. Depuis Fréjus, elle a été très claire. Mais en plus, sa présidente en est à quémander la bienveillance du gouvernement pour régler ses problèmes financiers catastrophiques. On comprend mieux dans ces conditions pourquoi les députés du FN ont tous refusé de lancer la procédure de destitution contre Macron. L'escroquerie politique et morale du Front National éclate au grand jour. Moralité, si les Français veulent un vrai parti d'opposition au pouvoir de la Macronie, ils doivent choisir un parti qui ne dépend ni des banques, ni de l'argent public pour assurer ses fins de mois. Et visiblement, Marine Le Pen a confondu
Édouard Philippe avec Emmanuel Macron, parce qu'en fait c'est Emmanuel Macron qui était banquier. Donc si tu veux faire un crédit, faire un emprunt bancaire, c'est Macron qu'il faut aller voir. Bref. France, gilets jaunes. Un fossé toujours plus grand entre gilets jaunes et médias. Des actions et slogans hostiles aux journalistes, un refus de leur parler, et une femme gilet jaune critiquée pour avoir envisagé d'être chroniqueuse sur BFM TV. La défiance ne cesse de grandir entre les manifestants et les médias traditionnels, à qui ils préfèrent d'autres relais privilégiant le direct. Source Orange, 6 janvier. La colère des gilets jaunes contre certaines télévisions, journaux, voire certains journalistes, défraie la chronique. Si l'on ne peut que condamner les violences contre les personnes physiques, on doit également souligner le grand nombre de revendications parfaitement calmes et informées contre les abus médiatiques. Pourquoi le peuple se sent-il fidèlement écouté par certains et non par d'autres ? La question est pleinement démocratique et participe de la dimension constituante du mouvement actuel. L'UPR appelle depuis longtemps l'attention du CSA sur la question et exige le respect de la charte de Munich par les journalistes. Des affiches chocs pour dénoncer les violences du régime Macron fleurissent dans Paris et dans les grandes villes de France. Au cours de ce samedi 12 janvier, on a vu fleurir dans la capitale et dans les grandes villes de France des affiches chocs probablement imaginées par des gilets jaunes travaillant dans le domaine de la publicité, qui ont un impact extraordinaire. On y voit les portraits sanguinolents de Macron, Philippe, Castaner ou Schiappa, avec la mâchoire ou le nez fracturé ou les yeux pochés. Cela rappelle ainsi les clichés atroces de leurs victimes, mutilées à vie et de façon hélas bien réelle. Source UPR, 11 janvier. Qu'ils se servent de leurs armes! Luc Ferry appelle la police à tirer. Interrogé sur Radio Classique sur la question des gilets jaunes, l'ancien ministre de l'Éducation nationale du gouvernement Raffarin a adressé son soutien aux gendarmes. Après les violences qu'ils ont subies lors des récentes manifestations, Luc Ferry estime que les forces de l'ordre devraient pouvoir faire usage de leurs armes pour se défendre. Source Ouest France, 8 janvier. Même s'il a essayé de nuancer ses propos par des rétropédalages par la suite, le philosophe Luc Ferry a tout bonnement appelé au meurtre des gilets jaunes, inimaginable en République de la part d'un ancien ministre. France, grand débat ou grande débandade? Chantal Joanneau se retire du grand débat national après la polémique sur son salaire. La présidente de la Commission nationale du grand débat, Chantal Joanneau, a annoncé ce soir son retrait du grand débat national destiné à sortir de la crise des gilets jaunes après la polémique suscitée par son salaire. 14 000 €. Source Le Figaro, 8 janvier. Chantal Joanneau a été vivement critiquée pour son salaire et son souhait de le conserver, même après son retrait de l'organisation du grand débat. Elle reste toujours présidente de la Commission nationale du débat public, qui est un organisme qui s'occupe plutôt de thèmes écologiques en fait. Mais la véritable raison de son désistement pourrait tenir à ce que Macron a refusé de s'engager à tenir compte des résultats du débat. L'ancienne championne de karaté aurait refusé de prendre des coups en servant de fusible. Les Français savent désormais à quoi s'en tenir concernant le prétendu débat censé traduire leur colère. Grand débat, les maires se désolidarisent du gouvernement. André Léniel, vice-président de la puissante Association des maires de France, et maire PS d'Issoudun, n'a pas mâché ses mots sur France Info pour envoyer une nouvelle gifle monumentale à Macron.
Interrogé sur la volonté du gouvernement de demander aux maires de France de réorganiser le fameux grand débat national censé résoudre le soulèvement populaire des Gilets jaunes, André Léniel a répondu textuellement « Les maires de France ne se sentent en aucun cas engagés par ce débat et ne sauraient être à quelque niveau que ce soit co-organisateurs. » Source UPR, 12 janvier. André Léniel, vice-président de l'Association des maires de France. En plein grand débat, Macron recevra à Versailles 150 patrons de multinationales. Un an après la première édition de Choose France Summit. Macron Emmanuel organisera l'acte 2, toujours à Versailles, quelques jours seulement après le lancement du grand débat national. Le but est de valoriser le tissu industriel français en suscitant davantage de rendez-vous entre grands patrons internationaux et dirigeants de PME installés dans les territoires. Source Huffington Post, 11 janvier. Avec ce sommet, Macron souhaite-t-il montrer aux Français les bénéfices des investissements étrangers, alors que le mouvement des Gilets jaunes s'en prend régulièrement aux multinationales, accusées d'éviter de payer les impôts en France? Entre un président mondialiste qui parle le globish et le peuple français qui crie sa détresse dans sa langue, l'échange tourne au dialogue de sourds. Le grand débat, c'est cause toujours. France, austérité. Après les gilets jaunes, les stylos rouges expriment à leur tour leur colère. Après les gilets jaunes, les stylos rouges, sur Facebook, des milliers de professeurs en colère qui s'estiment oubliés par le gouvernement veulent à leur tour se faire entendre et réclament une revalorisation de leur salaire et de leur métier. Source Orange, 4 janvier. Mal-être professionnel, dégradation des conditions de travail, stagnation des salaires, précarisation accrue, infléchissement sournois du sens de la mission éducative, comme le montre notamment le dossier spécial de l'UPR sur la question de l'éducation, que je vous invite vivement à lire, même si c'est un petit peu technique, il y a des perles, notamment la conclusion, qui vaut son pesant de cacahuètes. Tous les métiers de l'éducation nationale sont concernés, même s'ils souhaitent rester distincts de celui des Gilets jaunes. Le mouvement des stylos rouges partage avec lui nombre de revendications, même cause, même effet. Par contre, il y a un petit truc, les profs, que vous n'avez pas compris là. C'est que si les poids lourds, ils ont réussi à obtenir quelque chose de Macron, c'est parce que des poids lourds, ça peut bloquer la France réellement. Si les flics, si les forces de l'ordre ont réussi à obtenir quelque chose de Macron, c'est aussi parce qu'ils étaient très utiles actuellement. Mais vous, les profs, à Macron, vous lui servez à rien. Vous êtes juste de la masse salariale. Donc, vous aurez rien de sa part. Université. L'excellence, on sait faire. C'est juste qu'on a zéro thune. L'université de Lille accuse un déficit de 600 000 € et a de plus en plus souvent recours à des vacataires pour faire des économies. Des contrats précaires et mal payés, souvent assurés par des doctorants. Source Libération, 8 janvier. Dans l'enseignement supérieur et la recherche, les années se suivent et se ressemblent comme les lugubres chambres d'un triste hôpital. Les professeurs confient avec humour que leur travail consiste à 50% d'enseignement, 50% de recherche et 50% d'administration. Les étudiants sont mal encadrés. Le personnel administratif est surchargé de travail en raison d'un manque d'effectifs chroniques. Et les réformes sont incessantes.
Au bout de la chaîne, les jeunes chercheurs précarisés accumulent les vacations au petit bonheur. L'excellence, oui, mais jusqu'à quand? Belfort, la porte des glacis va fermer. Un relais de poste urbain va ouvrir à la maison de quartier. Au début de février, la Poste fermera définitivement son agence au Glacis du Château. Cette disparition sera partiellement compensée par la création d'un relais de poste urbain à la maison de quartier. Source, l'Est républicain, 10 janvier. Les services publics doivent être rentables selon l'idéologie de la construction européenne. C'est ce que demande l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui exige la mise en concurrence des services publics. Union européenne, échec des projets de Macron. Les GAFAM échappent à la création d'une taxe numérique. Fortement revue à la baisse, la proposition de taxe numérique porte un sérieux coup à l'ambition initiale de la Commission pour une fiscalité plus juste et ne fait toujours pas consensus parmi les États membres. Source Euractiv, 6 janvier. Véritable serpent de mer de la Macronie. La célèbre taxe sur les gros a le mérite de concentrer clairement la colère populaire et d'être irréalisable. Elle est donc logiquement toujours remise à demain. La vérité est que l'Allemagne a assuré aux États-Unis qu'elle serait vidée de sa substance en échange de l'indulgence des autorités américaines concernant l'automobile outre-Rhin. Bruno Le Maire s'agite, s'époumonne, tempête, fait claquer les portes. Pour finir trahi par son cousin Germain, comme au théâtre de boulevard. La solidarité européenne n'existe que dans les discours. Dans la réalité, seuls sont défendus les intérêts nationaux. Et l'Allemagne défend les siens mordicus, alors que la France a un paillasson pour président. Dumping social chez les routiers. Le Parlement européen met la réforme au point mort. Le Parlement européen a encore échoué à trouver un accord. La réforme continue de cristalliser les tensions. Elle ne sera pas adoptée avant les élections européennes. C'est une déconvenue pour la France. Source, Les Échos, 10 janvier. Encore une réforme de la fiscalité européenne qui sera rendue possible dès qu'on sera tous d'accord. Autrement dit, jamais. La règle de l'unanimité condamne les États de l'Union européenne à rechercher un impossible consensus entre des pays aux intérêts divergents. Le moins-disant social n'est qu'une conséquence logique pour le plus grand bénéfice de l'oligarchie européiste. La Fédération des transporteurs routiers des pays de l'Est de l'Europe, Pologne, Roumanie en tête, ont intensifié les actions ces derniers jours pour faire capoter l'accord au Parlement européen sur le paquet routier. Union européenne, l'Europe allemande. Merkel, Tsipras, des rivaux devenus alliés. La chancelière allemande, en visite jeudi et vendredi à Athènes, a salué le courage du Premier ministre grec Alexis Tsipras d'avoir mis en œuvre des réformes d'austérité. Elle a remercié la Grèce pour son accord sur la Macédoine du Nord. Source, Le Monde, 12 janvier. Critiquer Merkel et l'Allemagne pour la rigide discipline austéritaire imposée à toute l'Europe, menacer l'Union européenne d'un référendum populaire, crier au défaut, tout cela pour accepter finalement l'amère opposition de la troïka européiste. Tsipras reste le symbole du reniement devant l'Europe allemande, conséquence logique de son désir de rester dans l'Union européenne. Son ministre de l'époque, Yanis Varoufakis, n'avait-il pas annoncé qu'après la Grèce, ce serait la France qui serait visée? Angela Merkel, se recueillant sur la tombe du soldat inconnu,
qui n'a pas encore été privatisé, à Athènes le 11 janvier 2019. Gilets jaunes, Édouard Philippe en visite en Allemagne tente de rassurer l'Europe. Le Premier ministre en déplacement en Allemagne veut rassurer ce jeudi sur la crise des Gilets jaunes, dont les images de chaos ont fait le tour du monde. Source Ouest France, 11 janvier. Ce n'est rien, chers amis. Philippe fait passer les immenses manifestations des Gilets jaunes pour des caprices de jeunes enfants mal élevés. Encore et toujours le même paternalisme. Nous avons raison, mais nous avons mal communiqué. À son déni de la réalité, qui lui est imposé par son respect dogmatique de la ligne européiste, les manifestants opposent leur détermination sans faille. Il leur reste maintenant à prendre conscience de tout ce que les blocages actuels doivent à l'existence de l'Union européenne. Quand l'imbécile montre la lune, le sage regarde le doigt. Macron et Merkel vont signer un nouveau traité de coopération franco-allemand. Selon l'Élysée, cité par l'AFP, Emmanuel Macron et Angela Merkel signeront le 22 janvier un nouveau traité de coopération entre leurs deux nations, qui s'appuiera sur le socle fondateur du traité européen de 1963. Source RT France, 8 janvier. Rappelons que le couple franco-allemand est une mystification qui ne sert qu'à leurrer les Français sur les véritables intérêts allemands, la domination économique de l'Allemagne sur l'Europe et son alliance privilégiée avec les États-Unis. Le dogmatisme collaborationniste de Macron ira-t-il jusqu'à l'abandon de nos intérêts les plus stratégiques, comme la dissuasion nucléaire ou le siège permanent du Conseil de sécurité de l'ONU? Point d'interrogation. François Asselineau a fait une vidéo spéciale sur le sujet, dont voici un petit extrait. De quoi il s'agit? On a appris, il y a quelques jours, que M. Macron et Mme Merkel allaient donc signer un traité franco-allemand à Aix-la-Chapelle. Sur le fond, ce n'est pas scandaleux que l'exécutif signe un traité, puisque c'est dans ses prérogatives. Encore faut-il que le traité, ensuite, soit débattu et ratifié au Parlement, voire soumis à référendum auprès du peuple français. Là où l'on peut quand même être un petit peu plus préoccupé, c'est d'apprendre que ce traité va être signé dans quelques jours, que rien ne l'avait annoncé, qu'il a fallu qu'il y ait des campagnes comme ça sur Internet pour que d'un seul coup, finalement, l'Élysée se décide à rendre public le document. Et puis, je rappelle que M. Macron n'a pas été élu pour ça. Que je sache, M. Macron, à aucun moment dans son programme présidentiel, n'a indiqué qu'il allait signer un nouveau traité franco-allemand avec Mme Merkel. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, ce traité comporte 27 ou 28 articles, je crois, que j'ai examinés, qu'on va examiner ensemble avec vous, les principaux articles, pour voir de quoi il retourne. D'abord, ça commence par ce qu'on appelle un préambule, qui dit reconnaissant le succès historique de la réconciliation entre les peuples français et allemands, à laquelle le traité du 22 janvier 1963 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur la coopération franco-allemande a apporté une contribution exceptionnelle, etc. Ce démarrage est important parce que ça fait référence au traité du 22 janvier 1963, c'est-à-dire à ce que l'on appelle en France le traité franco-allemand de l'Élysée, que Charles de Gaulle avait signé avec le chancelier d'Allemagne, Konrad Adenauer. D'ailleurs, le traité d'Aix-la-Chapelle doit être signé un 22 janvier aussi, c'est-à-dire exactement le 56e anniversaire du traité franco-allemand de l'Élysée. Et puis, toujours dans cette présentation, il est question de réaffirmer l'engagement de l'Union européenne en faveur d'un marché mondial ouvert, équitable et fondé sur des règles, etc., etc. Je trouve ça assez incroyable, là aussi, puisque, en vertu de quoi, deux États se permettent de réaffirmer l'engagement de l'Union européenne en faveur d'un marché mondial ouvert. Il y a un traité qui est le traité de Lisbonne, qui est le dernier traité en date. Vous savez que tous les traités européens sont comme des poupées gigognes qui reprennent le précédent. Pourquoi est-ce que l'Allemagne et la France éprouvent-elles le besoin de réaffirmer
l'engagement de l'Union européenne, donc de parler au nom des 25 autres, qui doivent être furieux d'ailleurs, que c'est un marché mondial ouvert. Il est question également qu'il se prête aide et assistance par tous les moyens dont il dispose. Par tous les moyens dont il dispose, y compris la force armée, en cas d'agression armée contre leur territoire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie. En cas d'agression armée contre leur territoire, ça veut dire que s'il y avait une agression, par exemple, de la Pologne, ou de la Russie, ou de la Turquie, ou de Dieu sait qui, contre l'Allemagne, la France devrait prêter aide et assistance par tous les moyens dont elle dispose à l'Allemagne, donc, y compris la force armée, donc, si les mots ont un sens, donc la force nucléaire. Ils sont en faveur de la coopération la plus étroite possible entre leurs industries de défense sur la base de leur confiance mutuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si l'on comprend bien les mots, que la France s'apprête à apporter dans la corbeille de la mariée, eh bien, sa base industrielle et technologique. Dieu sait si en France nous avons des industries de défense qui sont, ou qui étaient, mais qui sont encore largement à la pointe. On a des grandes industries comme Thales, bien entendu, ou comme Dassault, qui sont parmi les meilleures au monde. Qu'apporte l'Allemagne? Et surtout, ce qui est extrêmement grave en la matière, c'est l'idée d'une coopération la plus étroite possible entre leurs industries de défense sur la base de leur confiance mutuelle. L'Allemagne est en train d'acclimater l'idée qu'il est normal que la France non seulement protège l'Allemagne de façon avec sa force nucléaire, mais partage, coopère dans un climat de confiance mutuelle, partage en fait ses secrets industriels et technologiques, et y compris la force de frappe nucléaire. Et puis, le pire est à venir. Dans cet article 8, il est précisé l'admission de la République fédérale d'Allemagne en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies est une priorité de la diplomatie franco-allemande. Alors là, les bras vous en tombent. Les bras vous en tombent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, et dont objectivement l'intérêt n'est absolument pas que l'Allemagne le soit également, je rappelle que si l'Allemagne n'est pas membre du Conseil de sécurité des Nations unies, c'est parce que l'Organisation des Nations unies a été créée en 1945 avec la Charte de San Francisco. C'était les Nations unies contre les puissances de l'Axe, contre l'Allemagne, contre le Japon, contre l'Italie. Et moi, ce que je crains beaucoup, c'est que, tranche par tranche, la France ayant cédé sur ce document, dans quelques années, on nous dise, écoutez, on va faire une réforme. À l'évidence, la France et l'Allemagne s'entendent tellement bien que la France va céder son siège à l'Allemagne et qu'on va faire un siège franco-allemand ou un siège européen. On ne peut pas dire que je n'aurais pas prévenu les Français. Je parle de cette affaire depuis au minimum 2011. Je vous invite à aller regarder ce que je disais déjà lors de la présentation du programme présidentiel que j'avais fait en décembre 2011. Je crois que je parlais déjà de cette affaire de siège au Conseil de sécurité il y a 8 ans bientôt. Après le chapitre 3 figure le chapitre 4 qui parle de la coopération régionale et transfrontalière. Et il y est question des deux États qui dotent les collectivités territoriales, des territoires frontaliers et les amitiés transfrontalières comme les eurodistricts de compétences appropriées. Les eurodistricts. Nous voyons ici qu'il va y avoir des compétences appropriées à certaines zones de la République française au motif qu'elles seraient frontalières. Et dans l'article 15, il est mentionné que les deux États sont attachés à l'objectif du bilinguisme dans les territoires frontaliers. Qu'est-ce que ça veut dire s'agissant de l'Allemagne? Excusez-moi, mais à Heidelberg, ou dans le Schwarzwald, dans la forêt noire, ou en Rhénanie-Westphalie, etc., on n'a jamais beaucoup parlé le français. En revanche, en Alsace, on parle l'alsacien qui, je ne veux pas être offensant pour nos compatriotes alsaciens, il y a des différences substantielles entre l'alsacien et l'allemand, mais disons que l'alsacien ressemble quand même beaucoup plus à l'allemand qu'au français.
façon plus générale, cette idée d'eurodistrict va dans le sens que je ne cesse de dénoncer depuis la création de l'UPR. Seul contre vents et marées, mais tous les événements le confirment, cette création des eurorégions, dont les eurodistricts sont une déclinaison, et dont l'objectif final implicite consiste au démembrement de l'unité nationale. Union européenne, turbulence italienne. Le gouvernement italien apporte son soutien aux gilets jaunes français. Par la voix de ses deux vice-présidents du Conseil des ministres, Matteo Salvini et Luigi Di Maio, le gouvernement de coalition italien a affirmé le 7 janvier son soutien au mouvement citoyen français des Gilets jaunes. Gilets jaunes, ne faiblissez pas, ont-ils dit. Source RT France, 7 janvier. Macron s'est tellement fait remarquer en critiquant les chefs de gouvernement des autres États membres de l'Union européenne, la Pologne, la Hongrie, l'Italie, etc., qu'il était inévitable que, tôt ou tard, on lui rende l'appareil. Le retour de bâton, c'est fait, et c'est probablement pas fini. Luigi Di Maio et Matteo Salvini à Rome le 1er juin 2018. La Pologne et l'Italie tombent d'accord pour renforcer les frontières de l'Union européenne. Le chef de la diplomatie polonaise a annoncé que son pays s'était mis d'accord avec l'Italie pour renforcer la frontière extérieure de l'Union européenne. Source Sputnik, 9 janvier. Le pacte de Marrakech a été signé en ordre dispersé dans les pays de l'Union européenne. Comment deux pays vont-ils parvenir à convaincre leurs bientôt 25 partenaires d'adopter la politique qu'ils pourront proposer sur le renforcement des frontières? Et comment peut-on à la fois prétendre renforcer les frontières et organiser des migrations régulières? À noter, c'est moi qui rajoute ça, qu'on peut un peu rigoler en fait dans cette Union européenne où d'un côté il y a un traité franco-allemand qui va dans un sens et de l'autre côté un traité italo-polonais qui va dans l'autre sens. Et enfin, je voudrais déposer aux pieds de Basuda Mukherjee le monde. Monde. Oubliez l'UE. Les États-Unis ont rétrogradé le statut diplomatique de l'Union européenne. La Maison-Blanche a rétrogradé durant plusieurs mois le statut diplomatique de l'Union européenne au rang d'organisation internationale, sans en informer les instances européennes. La situation aurait ensuite été revue à titre provisoire après les protestations de l'UE. Source L'Écho, 8 janvier. Il semble bien normal que l'UE soit considérée comme une organisation internationale et non un État, ce qu'elle n'est pas. Mais la façon de procéder des Américains montre le peu de respect de Washington pour cette entité vassale dont la commission est présidée par l'alcoolique Juncker. Un Brexit sans accord ne fait pas peur aux Australiens. Pour l'éditorialiste économique du grand journal australien The Australian, journal influent auprès de l'élite politique et des gens d'affaires, le Brexit sans accord ne fait pas peur du tout aux élites économiques de la grande île continent. L'ensemble de la presse et de la société australienne ne comprend pas pourquoi les élites européennes se font une montagne du Brexit. Vu de Canberra, Perth, Darwin, Sydney, Melbourne ou Hobart, sortir de l'UE semble le bon sens même compte tenu du désastre de la construction européenne qui saute aux yeux du monde entier. Source UPR, 9 janvier. Monde. États-Unis d'Amérique. Le shutdown américain devient le plus long de l'histoire. La paralysie des administrations fédérales américaines atteint le record de 22 jours. Ni Donald Trump, ni les démocrates ne sont prêts à céder sur la question du mur entre les États-Unis et le Mexique, question qui a provoqué le shutdown. Le président
hésite désormais à activer le dispositif d'urgence nationale, tandis que l'administration fédérale ne fonctionne qu'avec la moitié de ses effectifs ou ne rémunère pas une partie des fonctionnaires qui ont été réquisitionnés. Source La Tribune, 12 janvier. Trump peut difficilement reculer sur la question du mur. Hautement symbolique pour lui et ses électeurs. Jusqu'où ira ce bras de fer qui paralyse l'administration? Archives fermées à Washington pour cause de shutdown. Le directeur du cabinet du Pentagone démissionne. Kevin Sweeney a démissionné de son poste de directeur de cabinet au Pentagone, où il a travaillé pour le secrétaire à la Défense pendant 2 ans. Source CNN, 6 janvier, en anglais. Cette démission fait suite à celle de son ancien patron, James Mattis, survenue après l'annonce choc de Donald Trump de retirer ses troupes de Syrie. Décidément, la guerre entre Trump et l'État profond fait des victimes. Le boomerang Trump frappe les États-Unis. À l'instar d'Apple, dont les ventes dégringolent en Chine, de nombreuses entreprises américaines sont touchées par le ralentissement chinois. Des négociations sino-américaines ont repris les lundis 7 et mardi 8 à Pékin en vue de faire baisser les tensions. Source Le Temps, 6 janvier. La stratégie de Trump, exercer une énorme pression puis négocier, ne se fait pas sans heurts, y compris pour les entreprises américaines. Il y a cependant fort à parier qu'elle permettra d'obtenir des conditions plus favorables pour les États-Unis dans le commerce avec la Chine. États-Unis, la démocrate Tulsi Gabbard se positionne pour la présidentielle de 2020. À seulement 37 ans, l'élue démocrate hawaïenne du Congrès américain, Tulsi Gabbard, a annoncé ce vendredi qu'elle se lançait dans la course à la présidentielle de 2020. Source Madame Figaro, 12 janvier. Tulsi Gabbard est officier de réserve de la garde nationale américaine. Elle a servi au Moyen-Orient, en Irak, et a critiqué l'engagement américain en Syrie, où elle a notamment rencontré le président Al-Assad. En axant sa campagne sur la question de la paix et de la guerre, elle montre que certains dans la nouvelle génération veulent tourner la page impérialiste des néoconservateurs et peut-être même demander des comptes au lobby militaro-industriel qui pousse les États-Unis à la guerre perpétuelle. Monde, les autres pays des autres continents. Israël réclame 250 milliards de dollars aux pays arabes pour avoir contraint les Juifs au départ. Israël envisage de demander des indemnités à plusieurs États arabes et à l'Iran, qu'il accuse d'avoir forcé quelques 800 000 Juifs au départ après 1948. Le montant du préjudice estimé s'élèverait à près de 250 milliards de dollars. Source RT France, 6 janvier. Les sionistes, ça ose tous, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Allez, oust. Cette demande provocatrice permet au gouvernement nationaliste d'Israël de mettre en lumière les expulsions forcées de Juifs des pays arabes en 1948. Il est vrai souvent méconnu. Il conviendrait de rappeler que celles-ci ont eu lieu à la suite de la déclaration unilatérale d'indépendance d'Israël, qui déclencha la première guerre israélo-arabe et l'exode de 700 000 Palestiniens, que le gouvernement israélien n'envisage certainement pas d'indemniser. Eh oui. Tokyo et Séoul, piégés dans la dégradation de leurs relations. Un tribunal coréen vient d'autoriser la saisie d'actifs d'un sidérurgiste japonais dans la péninsule à la suite de poursuites judiciaires qui réveillent la mémoire douloureuse de la Seconde Guerre mondiale. Source Les Échos, 9 janvier. Bien que partageant les mêmes inquiétudes face à la Corée du Nord ou à la montée en puissance de la Chine, le Japon et la Corée du Sud sont loin d'être de proches alliés. Et Séoul conserve un souvenir douloureux de l'occupation japonaise. La France de Macron condamne toute tentative de changement de régime extra-constitutionnel au Gabon.
Le ministère des Affaires étrangères a réagi à la tentative de coup d'État ratée au Gabon ce lundi, en condamnant toute tentative de changement de régime extra-constitutionnel. Source BFM TV, 7 janvier. Cette condamnation d'une tentative de coup d'État est légitime, mais peut prêter à sourire quand on connaît les nombreuses violations de la Constitution auxquelles se livre Macron en France. Aïe! Nous avons ce dossier comparé. Il y a 21 pages dans mon dossier, dans le dossier que tous les gilets jaunes peuvent aller télécharger sur le site upr.fr, où nous montrons que le président de la République viole rien moins que 13 fois la Constitution française. Voilà. Dans aucune démocratie du monde, on ne tolérerait ça. Vous voyez d'ailleurs encore une affaire qui vient de sortir, l'affaire Benalla dont on parle en ce moment. Il y a à l'évidence un soupçon d'entrave à la justice. Organisé un soupçon. C'est un soupçon. Mais c'est là-dessus que M. Nixon est tombé en 1974. Obstruction à la justice. Eh bien, nous disons que si les Gilets jaunes vont sur notre site upr.fr, téléchargent ce document et demandent à tous les députés et sénateurs de lancer la procédure de destitution, il y aura enfin le grand débat national au Parlement que souhaitent les Français et qui forcera M. Macron à se justifier devant la représentation nationale. Démission du président de la Banque mondiale. Les pays émergents vont-ils défier Trump? Le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, a brusquement démissionné lundi, près de 3 ans avant la date prévue pour son départ, ouvrant la possibilité pour Trump de nommer quelqu'un à sa place. Cela pourrait conduire à un affrontement avec d'autres pays qui remettraient en cause la pratique qui veut que cette nomination soit assurée par les États-Unis. Source CNN, 8 janvier, en anglais. La montée en puissance des pays émergents dans les organisations internationales régissant l'ordre économique mondial tente à s'affirmer contre le leadership américain qui bat de l'aile. Ceci d'autant plus que Trump pourrait laisser faire, lui qui ne cache pas son mépris pour ces organisations et pour le multilatéralisme en général. En Inde, une grève d'ampleur nationale. À quelques mois à peine des élections générales, 200 millions de personnes, selon les organisateurs, ont manifesté leur colère dans tout le pays. Leurs revendications portent sur la hausse du salaire minimum, la sécurité sociale universelle, l'arrêt des privatisations, mais aussi l'arrêt de la réforme du droit du travail en cours et la lutte contre le chômage. Des agriculteurs se sont ralliés au mouvement. Source Les Échos, 8 janvier. Ces demandes de dignité et d'amélioration des conditions sociales font écho à celles des Gilets jaunes, même si le pays et le contexte sont très différents. Elles montrent que le temps de la mondialisation ultralibérale, supposée heureuse, est bien révolu. Quelques 200 millions de personnes sont descendues dans les rues dans l'ensemble de la fédération. Elle recommence mercredi. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Bye et bonne semaine. Et voilà, c'est fini pour cette semaine, et je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Bonne chance dans la life, les enfants, bonne chance dans la life. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut! Bon, nous allons préparer la revue de presse numéro 18 672, tranche 2, 476, 666. Arrête tes bêtises. Qu'est-ce qui t'arrive? Arrête tes bêtises. Tu vas mettre ça dans les bonus. Qu'est-ce que tu racontais alors? Rien. Allez, arrête. Arrête tes bêtises. Bon, on n'enregistre pas. Oui, on enregistre. C'est toi qui fais des bêtises là. Allez. Je ne fais aucune bêtise, je suis sérieux comme un pape. Le jour de l'Aïd. Oh. Et tu lis bien toute la liste, dans l'ordre que je te l'ai mis. Merci. Tu lis ça, après tu lis ça, et après tu lis ça. Non. Si. Je lis ça, je lis les titres, après je lis ce qu'il y a dans l'entrée des titres, et après je lis ça.
Mais c'est juste que pour moi, c'est plus logique de lire tout dans l'ordre. Oh. Attention, ça va atterrir dans les bonus. Non, parce que c'est moi qui fais le mixage, donc je fais ce que je veux. Tout ce qui pourrait me faire passer pour un con, je l'enlève.